Je vous demande de bien vouloir applaudir ceux qui vont maintenant prendre la parole sur cette tribune. Qui avons-nous le plaisir d'accueillir ici? Florent Kassler, Nadia Laportefun, Rachel Roy, Isabelle Madrid, Catherine Lopez, Alexia Dalla Charpio et Régis Gramet. Effectivement, je crois que Dieu sait si pourtant nous avons accueilli des personnalités les plus en vue, des physiques les plus avenants, des sourires les plus enjôleurs. Bref, tout ce qui justifiait que nous soyons en joie. Mais là, nous atteignons une manière d'annapurna, comme ça, une acmé, un point d'orgue, appelez ça comme vous voulez. Et pour animer la table ronde, comment doit-on organiser la réforme des services à domicile? Quelle vision partager? Pour quelle harmonisation? Autant dire que d'ici 3/4 d'heure, nous saurons exactement comment nous allons faire réformer les services à domicile. Je sollicite la présence sur cette scène de Catherine Bouffard-Bertrand, directrice La Vie à domicile, très applaudie par le public. Et à ses côtés, d'Olivier Lefebvre, directeur de l'établissement Pôle Territoire de l'Essonne. Et vous vous dites, ah ben enfin Lefebvre. Alors, quel est son lien de parenté avec Pierre-Olivier et avec Véronique Lefebvre-Desnouettes? On ne sait pas. Nous allons enquêter pour savoir s'il est leur fils, le fils qu'ils auraient eu un soir ensemble à la suite d'une vie d'ébriété, soit pour le hasard d'une patronymie qui n'aurait rien de commun avec les deux précédents. Voilà, peut-être attendons-nous une salve d'applaudissements. Elle arrive. Tranquillement, mais elle arrive. Voilà. Vous avez 45 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, Olivier et moi-même, nous sommes ravis d'animer cette table ronde. Le thème de la table ronde qui nous réunit aujourd'hui, donc la réforme des services à domicile, avec la création des services autonomie à domicile. L'objectif, c'est donc de nous éclairer sur cette réforme qui semble pour le moins susciter de nombreuses interrogations. On est dans une phase où on attend l'apparition donc du cahier des charges. C'est donc pas forcément illégitime. De nombreuses interrogations, mais aussi voire du scepticisme dans sa mise en œuvre. C'est une réforme qui concerne donc les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, les SAD, avec 2 A, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui semble s'inscrire dans la logique de la loi du 2 janvier 2002, qui préfigurait déjà les SPASAD, et la loi ASV de 2015. Alors que certains attendaient plutôt une réforme systémique du domicile, voire une réforme de la tarification des SAD. Néanmoins, cette loi s'inscrit dans un ensemble de réformes et un environnement qui est très mouvant, de nouveaux dispositifs, montée en puissance des DAC, des CPTS, ou encore des services publics territoriaux, je crois qu'ils vont plus s'appeler comme ça, ou encore la réforme de la dotation des SIAD. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'en comprendre, de cette réforme, les enjeux et les défis, en commençant par sa mise en musique. Et je reviens sur ce que je viens de dire. Nous attendons avec impatience le cahier des charges des futurs SAD. Je ne sais pas si nous aurons confirmation de la date de sa parution. Donc se bousculent les interrogations sur les rapprochements attendus, les statuts juridiques des futurs SAD, la définition des territoires d'intervention ou encore la déclinaison territoriale de cette réforme. Autant de questions que nous allons donc poser à nos intervenants, qu'Olivier va vous présenter en suivant. Avec une ambition affichée de structurer une offre de services fragmentée et peu lisible pour les bénéficiaires, en renforçant l'alliance de l'aide et du soin au sein de services intégrés et en simplifiant le recours, cette réforme nous apparaît quand même néanmoins très techno. Va-t-elle faire pchit ou sera-t-elle l'occasion donnée à tous les acteurs de co-construire le futur du secteur du domicile? Allons-nous collectivement faire mentir Jean Jaurès, qui disait que quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots? À quelle échéance bénéficiaires, salariés du domicile, sans oublier les aidants, trouveront
un sens à cette réforme. En tout cas, j'ai envie de conclure en disant que l'urgence est déjà à la porte des domiciles. Olivier, je te passe la parole. Effectivement, c'est à travers ces interrogations que nous allons plonger la tête la première dans la complexité de cette réforme, en évitant, espérons-le, la piscine sans eau. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette exploration de l'avenir des services à domicile, où la seule chose qui est certaine, c'est l'incertitude. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos 7 participants qui nous aideront à naviguer dans les méandres de la réforme et de ses implications. Donc, cette table ronde sera structurée autour de 2 temps. Il y aura un premier temps sur le cadrage de la réforme et un second temps sur les enjeux et les implications opérationnelles. Alors, les intervenants, donc notre premier invité, Florian Kassler, chef du bureau de la prévention de la perte d'autonomie et du parcours de vie des personnes âgées et handicapées à la Direction générale de la cohésion sociale. Ensuite, nous avons Nadia Laporte-Feun, directrice de la protection de la santé et de l'autonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Puis Rachel Roy, directrice de l'autonomie du Conseil départemental de la Vienne. Isabelle Madrid, administratrice de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale et adjoint au maire de Talence. Catherine Lopez, directrice générale de la Fédération des services aux particuliers. Régis Granet, directeur juridique à la Fédération des services à la personne et de proximité. Et enfin, Alexis Dalla-Varpio, directeur général à la Fédération des particuliers employeurs de France et également à la Fédération des mandataires. Donc, nous commencerons par une discussion sur la réforme elle-même, ses objectifs et son état actuel. Alors, Florian Kassler, quels sont les objectifs spécifiques de cette réforme et où en sommes-nous actuellement dans cette mise en œuvre ? Bonjour à tous, merci déjà pour ces premiers mots assez optimistes. Je pense qu'on va essayer de répondre et on comprend qu'il y a une forme de pessimisme. Après, j'expliquerai aussi des éléments en termes de construction de cette réforme qui nous donnent aussi des motifs d'espoir pour la suite. Mais juste pour revenir, donc, on est du coup dans ce qu'on nous appelle le second volet de la réforme des services à domicile, puisque le premier volet issu de la loi pour le financement de la sécurité sociale de 2022 consacrait davantage d'éléments sur l'aspect financier. Donc cette réforme-là a eu lieu et on pourra revenir dessus. Et là, on a vraiment à la fin d'un cycle, mais évidemment au début d'un nouveau cycle qui va être celui de la mise en œuvre, on arrive à la fin du cycle de mise en œuvre de la restructuration de l'offre à domicile. Avec partant du constat que effectivement l'offre actuelle des services était insuffisante, fragmentée comme ça a été dit, et qu'il y avait une volonté de la population de rester davantage à son domicile, et s'inscrivant d'ailleurs dans un choc, une transition démographique qui fait qu'il y aura de plus en plus de personnes à accompagner. Donc une fois qu'on avait fait ce constat-là, il y a eu une volonté d'améliorer l'accompagnement des personnes à domicile avec 2 objectifs pour le législateur. Le premier, c'est évidemment la simplification du parcours pour éviter des ruptures de parcours. C'est pour ça qu'il est souhaité dans cette réforme que pour une personne qui souhaite être accompagnée, elle puisse bénéficier à la fois d'un accompagnement, d'aide et d'accompagnement, mais également du soin. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la réforme. La particularité, c'est que c'est une extension, et ça a été un petit peu cité, de l'expérimentation des SPASAD, où il y a cette offre complète pour assurer une prise en charge de la personne. Et donc, concrètement, ça va nécessiter pour les SIAD de devoir demander une nouvelle autorisation pour bénéficier de l'appellation d'ISAD mixte. Par contre, et c'est là où il y a déjà une volonté d'être quand même assez proche des difficultés de terrain, la possibilité pour les services d'aide et d'accompagnement qui le souhaitent et qui souhaitent uniquement maintenir cette activité d'aide et d'accompagnement de automatiquement être reconnus comme SAD mixte. On pourra évidemment revenir plus précisément sur les détails. Mais l'objectif premier est celui d'une simplification avec des SAD, des SIAD et des SPASAD qui deviendront à terme tous des SAD dits mixtes, avec une réforme qui
doit montrer en charge dans les 2 ans à venir. Et on verra aussi avec une possibilité de flexibilité pour aussi répondre aux difficultés éventuelles et bien permettre cette acculturation, puisqu'on est bien conscient que finalement cette réforme est très structurante, même si elle n'est peut-être pas systémique, elle demeure très structurante pour le secteur, et donc ça nécessite à la fois du temps et de l'accompagnement sur lequel aussi on reviendra. Le deuxième qui est objectif, mais qui est lié, c'est celui d'une meilleure coordination, du coup, à la fois donc simplification pour la personne accompagnée et meilleure coordination aussi au sein des services. Donc, comme ça a été évoqué, un projet de décret auquel est annexé un cahier des charges qui vient structurer finalement la construction des SAD mixtes a été travaillé évidemment sous pilotage de la DGCS, mais dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni plus d'une quinzaine de fois depuis octobre, avec la présence de l'ensemble des fédérations, les représentants des ARS, des CD, et puis en tant que de besoin, nos collègues aussi de la DGE et de la DGCCRF, qui sont des directions de Bercy lorsque cela a été nécessaire. Donc on a vraiment voulu que nous qu'on considère évidemment un peu comme une révolution, soit portée, co-construite avec les fédérations. Et je pense qu'aujourd'hui, même si j'entends des difficultés, et on est bien conscient que c'est que la première étape, il y a un vrai soutien des acteurs du secteur sur cette réforme qui est attendue et souhaitée, et qui montre finalement aussi la volonté de mettre la priorité sur le domicile dans le cadre du virage domiciliaire, à la fois pour renforcer la qualité de la prise en charge, mais aussi, je pense, et c'est un peu le sujet, la thématique des 2 journées aujourd'hui, de donner un peu plus et davantage de sens à la prise en charge, l'accompagnement à domicile, et comme l'a été rappelé, un certain nombre d'éléments financiers, mais on pourrait aussi évoquer la réforme à venir ou l'évolution à venir sur les 2 heures dites de lien social, qui vise aussi à donner davantage de sens au métier d'aide et d'accompagnement. La question plus précise qui avait été posée, et j'en terminerai là pour les éléments introductifs, sur le calendrier de la réforme. Donc là, on est en train de finir l'ensemble des consultations obligatoires et le cheminement classique d'un texte, mais on a bien pour ambition de publier le texte au journal officiel du 30 juin, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Il y aura peut-être, comme ça arrive souvent, quelques jours de décalage, mais on est bien dans ce qui nous est imposé de toute façon par le cadre de la loi pour le financement de la sécurité sociale, qui est la publication du décret et de son cahier des charges au plus tard au 30 juin de cette année. Donc on est vraiment dans le calendrier attendu, mais encore une fois, et j'insiste, on en est bien conscient, c'est une étape nécessaire, mais évidemment insuffisante pour la réussite de cette réforme, et on pourra évidemment parler des étapes à venir. Merci, Monsieur Kessler. Vous pouvez l'applaudir. Donc, si je comprends bien, il y aura un vrai accompagnement de la DGCS auprès des fédérations, des ARS et des départements. Exactement, il y a plusieurs types d'accompagnement qui sont prévus et par plusieurs acteurs, mais qui sont tous évidemment coordonnés par la DGCS. Le premier accompagnement, finalement, sera dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire dans un groupe de travail qui représente l'entièreté du secteur, aussi bien des fédérations que les entités étatiques ou régionales et départementales. Donc ça, on va poursuivre cet accompagnement pour à la fois avoir une remontée de mise en œuvre, tout simplement, de la réforme, pour voir si ce qu'on a anticipé pose davantage de difficultés que ce qu'on avait pu essayer au maximum d'anticiper. Donc ça sera vraiment un pilotage plutôt et un accompagnement plutôt technique, est prévu aussi au niveau plus politique, un comité de pilotage au niveau du cabinet du ministre pour s'assurer que l'ensemble des mesures qui ont été énoncées vont dans le bon sens, sont bien suivies et ne posent pas de difficultés. Et puis après, il va y avoir un accompagnement beaucoup plus opérationnel. Et j'ai oublié de mentionner aussi au niveau de la DGCS, un webinaire très régulier tous les mois, 6 semaines avec les ARS et les CD. On en a eu un il y a le mois dernier, on a le prochain le 26 juin, où justement déjà un certain nombre de questions nous ont été remontées et on va essayer d'y répondre. Mais en plus de ça, sur l'accompagnement beaucoup plus opérationnel, en lien donc avec la CNSA, mais surtout avec la NAP, on va avoir 2 types d'accompagnement. Un accompagnement justement qui essayera d'anticiper, de répondre au maximum de questions sur les inquiétudes vis-à-vis de la mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire finalement le cadre juridique et le statut juridique nécessaire pour répondre à la réforme, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une fusion, d'une extension, est-ce que c'est la mise en place d'un GCSMS. La NAP, en fait, va mettre en place un arbre des décisions qui permettra, en fonction du statut, du type de service, de voir quelles sont finalement les options à sa disposition pour répondre à la réforme, et ensuite les conséquences budgétaires,
de RH pour essayer d'anticiper au maximum les difficultés qui pourraient arriver. Donc ça, c'est prévu. On espérait initialement que le guide, l'arbre décisionnel puisse sortir exactement en même temps que la réforme, mais finalement, il sortira plutôt à la rentrée, ce qui ne décale pas non plus énormément le calendrier. À côté de cet accompagnement finalement juridico-technique, on va aussi avoir la mise en place d'un accompagnement financier, d'une part à l'égard des conseils départementaux, et c'est la CNSA qui va financer ça avec la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt qui permettra d'obtenir des fonds pour dégager du temps en ETP, c'est-à-dire en ressources humaines, pour accompagner au mieux la mise en œuvre de la réforme. Et par ailleurs aussi la possibilité pour les services directement d'aide et d'accompagnement d'obtenir des financements pour notamment avoir recours à des conseils juridiques pour mieux accompagner la mise en œuvre de la réforme. On travaille aussi en parallèle, puisqu'on est bien conscient qu'il y a un enjeu très important, c'est celui du coportage, du copilotage entre les ARS et les CD. Donc évidemment, comme des propositions sont faites financièrement pour les conseils départements, on est en train de réfléchir aujourd'hui pour aussi avoir un accompagnement financier pour les ARS dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, mais tout n'est pas encore stabilisé puisque c'est lié à la procédure classique de la loi de financement de sécurité sociale qui ne me permet pas aujourd'hui de vous confirmer les montants particulièrement dédiés, mais on est bien conscient qu'il y a cette nécessité technique de mise en œuvre opérationnelle, mais aussi forcément le pendant qui est celui financier. Merci pour ces précisions. Madame Laportefeune, pouvez-vous nous éclairer sur le rôle des agences régionales de santé dans cette réforme et quelles sont vos attentes en tant que directrice de la protection de la santé et de l'autonomie pour la Nouvelle-Aquitaine? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler, certes pour les ARS, mais surtout de la place de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, première région en termes de taille de métropole et qui va avoir, ça a été dit ce matin, le vieillissement le plus important à l'horizon 2030. Donc on a un vrai enjeu aussi de transition démographique en Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. On a également un sujet, et c'est aussi un sujet dans le cadre de la réforme là, des SIAD, des SAD, sur les personnes handicapées vieillissantes. C'est un sujet qui est peu abordé actuellement et sur lequel, pour nous, et j'y reviendrai dans un deuxième point, qui est également dans la mise en œuvre de la réforme, un sujet très important. Quelle transformation de l'offre, et c'est vraiment voilà, pour nous le premier enjeu de la réforme, quelle transformation de l'offre dans une approche domiciliaire également, passant dans une situation de handicap. Un deuxième point qui va être très important également pour l'ARS et pour les ARS, mais pour l'ensemble du secteur médico-social, c'est la question, est-ce que ça sera également un levier pour l'attractivité de nos métiers et pour fidéliser aussi nos professionnels puisqu'on sait que l'ensemble des SIAD, des SAD et du secteur est aussi touché par cette question de pénurie, on peut le dire, de personnel, et qui bien sûr a des répercussions sur l'activité des services, et puis de la capacité que l'on aura aussi à pouvoir garantir aussi un soutien à domicile pour la population. Et puis peut-être troisième point, pour nous, il va être très important que cette réforme aussi soit un des leviers avec d'autres réformes, puisqu'il y a une articulation aussi de l'ensemble des réformes qui arrivent, les centres de ressources territoriaux également, par exemple, au niveau avec des portages par les EHPAD, mais aussi par des services à domicile, de pouvoir articuler l'ensemble de ces réformes et d'avoir aussi une coordination renforcée des acteurs, voire un regroupement des acteurs, avec des formes aussi très différentes. Ça peut être des groupements de coopération médico-sociale, mais aussi un enjeu aussi au niveau des regroupements des employeurs. Enfin, il y a un vrai sujet aussi sur des projets de territoire aussi avec cette réforme. Merci pour ces précisions. Rachel Roy, en tant que directrice autonomie au sein du Conseil départemental de la Vienne, quelles sont vos attentes concernant cette réforme et quels sont les enjeux pour les départements ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me permettre de faire, comme je suis la locale de l'étape, je pense, sur cette table ronde, je vais me permettre de dresser un petit peu l'image du département de la Vienne, qui a aujourd'hui 35 services d'aide et d'accompagnement à domicile qui maillent l'ensemble du territoire. 4 SIAD, alors je me fais un petit peu le relais de l'agence régionale de santé de la direction départementale avec lesquelles on travaille pour effectivement parler des SIAD, puisque vous le savez que ce n'est pas la compétence du département.
Mais voilà, aujourd'hui, il y a un maillage large, avec, sans oublier bien sûr, les salariés du particulier employeur qui représentent environ 10% des bénéficiaires sur le territoire. Donc on a 6 000 bénéficiaires de l'APA et de la PCH sur le département de la Vienne, ce qui équivaut à peu près 1 million d'heures de prestations auprès de ces publics-là. On est quand même une atypie. On était hier avec Madame Laportefun, entre autres, à Bordeaux sur le lancement par la CNSA du service public de l'autonomie. Et on a bien remarqué que la région, effectivement composée de 12 départements, on se ressemble sur nos constats, on se ressemble sur nos préoccupations. En revanche, on a effectivement des disparités territoriales, qui sont la réalité d'histoire et d'héritage. En l'occurrence, effectivement, la Vienne, je disais 4 SIAD, donc ça c'est une atypie sur le département de la Vienne par rapport au reste de la Nouvelle-Aquitaine. Par rapport aux attentes en général au niveau du département, eh bien moi j'ai envie de dire que le secteur a vécu quand même, au travers de la période Covid qu'on a vécue, beaucoup de déstabilisation. On sait aussi que ce soit les aides à domicile ou les aides soignantes du SAD ou du SIAD, on a des difficultés effectivement à attirer vers ces métiers-là, à maintenir les personnes dans l'emploi par des intérêts et déficits d'image. Eh bien, il ne faudrait pas arriver avec cette réforme à provoquer encore plus de déstabilisation et que, bien sûr, nos attentes, c'est au contraire de sécuriser. Alors, il est tout à fait louable de dire que cette réforme, effectivement, est simplifiante pour les usagers, un guichet unique, effectivement, avoir un point d'entrée et avoir un seul et même interlocuteur tout au long de son parcours. Ça, c'est évidemment ce que le département soutient. Mais voilà, dans la manière de faire, et bon, j'ai entendu d'ores et déjà des choses rassurantes, mais effectivement, on a un point de vigilance par rapport à ça. D'autant qu'aujourd'hui, on le sait aussi, en termes de recrutement, la plupart des services n'arrivent pas à réaliser l'ensemble des plans d'aide qui sont prescrits par manque effectivement de personnel ou par absentéisme. Enfin, je soulignerai aussi l'accès aux droits, puisque c'est vrai que la Vienne est un territoire rural et que ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir garder ce maillage territorial. Donc on sera extrêmement vigilant à ce que l'ensemble des SAD, services d'aide et d'accompagnement d'aujourd'hui, perdurent dans le temps et puissent continuer à apporter une offre de proximité. Voilà pour le moment. Merci pour ces précisions. Donc le service autonomie, effectivement, pourrait être aussi un guichet unique, comme le CLIC ou le centre ressources territoriales. Madame Roy, en tant que directrice autonomie, Madame Madrid, excusez-moi, en tant qu'administratrice de l'UNCAS et adjointe au maire de Talence, comment cette réforme est-elle perçue et quelles sont vos attentes et quels défis voyez-vous pour la mise en œuvre? Merci. D'abord, je voudrais quand même féliciter la DGCS sur la manière dont elle a conduit ce projet. Parce qu'effectivement, tout le monde a été consulté. Et c'est dans la forme, vraiment, je tiens à saluer. Cette réforme, elle est importante parce qu'on va quand même partir du point de départ, c'est-à-dire qu'aucun de nos concitoyens ne s'y retrouve dans le méandre de tous les noms que vous avez dit, les SAD, les SIAD, les SPASAD, les MAIA, les CLIC. Voilà. Donc si on arrivait à avoir pour nos concitoyens un point d'accès, une connaissance directe en face de leurs besoins, ça serait déjà formidable. Là-dessus, je reviendrai quand même sur c'est sous la contrainte, bien sûr, il faut prendre ça comme une opportunité donc pour nos concitoyens, cette réforme. Mais il y a une chose évidente, c'est qu'il me semble que nous avons totalement bloqué sur le territoire. C'est la déclinaison territoire. On s'est arrêté au département. Madame vient de prendre un exemple précis. Un département, 4 SIAD, et je ne me rappelle plus combien de SAD. Combien ? 35. Donc, vous avez bien compris, en fait, on met un SIAD, et à côté, il faut qu'il y ait un SAD. Donc,
Comment est-ce qu'on va articuler tout ça? C'est ça la complexité des choses. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui que sans les villes, sans les CCS, on arrive vraiment à bien faire. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi à nous? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une évidence. Quand ça va mal, on se tourne vers un CCAS. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, on se tourne vers la mairie. Et que la mairie, sachant que le maire est aussi président du CCAS, quand c'est action sociale, on se tourne vers ce guichet qui est le guichet de la proximité. À un moment, il va vraiment falloir qu'on sache comment ça se passe pour aider nos concitoyens à y voir plus clair. Donc cette déclinaison territoriale me paraît essentielle parce que le risque, même s'il y a des aides, c'est qu'il y a des confusions. Même si on n'a que 2 ans à les mettre en place, c'est cette confusion qui risque d'être... Après, je trouve qu'il y a un côté très positif, et je salue l'ARS de l'avoir souligné, c'est-à-dire qu'on va donner enfin aussi à nos métiers d'aide-soignants, hommes et femmes, une vraie valorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont être le point d'accroche. C'est eux qui vont orienter vers les aidants. Ça, on attend donc le plan fameux des aidants, parce que je ne sais pas trop autrement vers quoi on va orienter, mais enfin, bon, ils vont aussi aider les aidants, ils vont aussi sans doute être le premier accueil, parce que n'oublions pas qu'on a aussi cette fameuse prime adapt qui arrive, c'est-à-dire l'aménagement du domicile, et ça, c'est important. C'est important pour l'aidant, c'est important pour la personne, et c'est important pour l'aidant aussi proche. Donc, tout ça doit s'articuler. Je pense qu'on peut donc revaloriser ces métiers d'aide à la personne. Il me semble en tout cas que c'est intéressant. Enfin, on a aussi notre inquiétude, c'est qu'on a vu comment ça marchait, pardon mesdames, mais votre duo ARS département dans les EHPAD, c'est pas vraiment un succès. Donc j'espère que cette réforme va vous servir d'exemple pour que ça soit un gage de réussite. Nous avons un devoir de réussite. Quand on nous dit les baby-boomers, maintenant, on est des papy-boomers. Donc, vous allez avoir de plus en plus de personnes. On ne sait pas comment trop on va vieillir, mais en tout cas, vous avez un devoir de réussite et nous avons un devoir de réussite avec vous. Vous pouvez compter sur les villes, sur les CCS, mais il faut aussi qu'on descende un peu plus bas. On ne peut pas parler qu'un appartement, il faut aussi... Vous parlez, je crois, de bassins de vie. Ben, les bassins de vie, c'est aussi des villes, c'est aussi des villages qui sont dans des CIAS. En tout cas, il faut qu'on le bâtisse ensemble. Je crois qu'on a des choses à faire. Enfin, pardon, mais quand vous parlez de... Nous, on parle de service à domicile. Service autonomie au domicile. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, derrière le soin, derrière l'aide à domicile, il y a aussi tous les petits bénéfices et tous les petits bonheurs de la vie qu'on peut apporter. Porter un livre, rendre visite. Je suis aussi présidente de Mona Lisa pour le département. Et Dieu sait si on a aujourd'hui des volontaires, des bénévoles des équipes citoyennes qui veulent aller voir les personnes. Vous pouvez faire des démarches numériques. En fait, en tout cas, il y a des milliers, non, n'exagérons pas, mais des centaines, en tout cas, de petits bonheurs que nous apportons à nos concitoyens. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ce petit plus fera que la vie sera plus belle. Merci, Madame Madrid, pour ce très beau témoignage. Alors, Catherine Lopez, en tant que directrice générale de la FESP, qui représente tous les métiers du secteur et tous les modes opératoires, quels sont vos principaux défis de cette réforme pour vos adhérents et quelles sont vos attentes? Merci. Moi, déjà, je voudrais aussi saluer la méthode de travail parce qu'effectivement, bon, Isabelle l'a fait, mais c'était beaucoup de réunions de travail avec l'écoute de l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Après, je serais un peu moins, optimiste. Bon, on a été entendu sur le fait que le rapprochement entre les acteurs du soin et les acteurs de l'accompagnement, ça ne va pas forcément de soi. Il est évident qu'il est nécessaire de coordonner, de rationaliser ça, c'est clair, c'est un véritable objectif et là-dessus on peut tous tendre à ça. Mais en même temps,
je ne veux pas du tout me placer, moi, aujourd'hui, sur le plan juridique. Est-ce que les rapprochements entre les SAD et les SIAD, ça va être possible, alors qu'ils répondent à des logiques totalement différentes, des conventions collectives différentes. Enfin bref, je ne vais pas du tout avoir cet aspect-là juridique, mais plutôt de souligner le fait qu'on répond à deux structures qui ont des ADN totalement différents. Et appréhender l'accompagnement et l'aide et appréhender le soin, c'est deux choses complètement différentes. Et on a déjà aujourd'hui un problème dans notre écosystème de l'accompagnement, de l'aide, c'est la reconnaissance de la valeur réelle de la prestation. Je parle de la valeur financière, mais aussi de son contenu. Qu'est-ce que c'est accompagner une personne? Et on sait très bien aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, que l'APA est sous-évaluée. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est un problème de reconnaissance déjà de cette prestation. Et appréhender le besoin d'un bénéficiaire, quand on est acteur de l'accompagnement et quand on est acteur du soin, on ne place pas le bénéficiaire au même endroit. Et ça ne met pas le bénéficiaire non plus dans la même situation. Quand on est sur l'évaluation pour l'accompagnement et pour l'aide, il fait partie du dispositif, la famille fait partie du dispositif, il a son mot à dire, voilà, il est présent en tant que citoyen. Dans le soin, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Déjà, on est moins acteur, on est patient. Donc voilà, il ne faudrait pas en réalité que tout ça nous tire uniquement vers une vision sanitaire de l'accompagnement, parce que ça serait vraiment dommageable. Les acteurs de l'accompagnement, ils sont là pour prolonger le plus possible l'autonomie, pour accompagner la personne, et le lien social est essentiel. Donc je crois que c'est cette dimension-là, il me semble, qui mérite, je ne sais pas si on peut parler d'inquiétude, mais en tous les cas, qui mérite une réelle attention. Et c'est la raison pour laquelle, et on a été entendu, donc ça c'est un point positif, nous on a demandé à ce qu'il n'y ait pas nécessairement de fusion entre les SAD et les SIAD, mais qu'on ait la possibilité de rester SAD, parce que c'est notre ADN et que ça n'est pas le même métier. Et avoir en revanche la possibilité de conventionner avec un acteur du soin pour pouvoir diriger les bénéficiaires vers le soin. Donc ça nous semble plutôt une bonne solution, parce qu'on reste au cœur du dispositif sur l'accompagnement plutôt que sur le soin, même si bien évidemment il peut être indispensable dans certaines situations. Donc ça nous semble vraiment, vraiment important. Puis il y a un autre élément aussi, c'est que on est dans un écosystème sur l'aide et le soin où il y a déjà une grande diversité d'acteurs. Alors j'en parle d'autant plus facilement qu'à la FESP, on représente aussi bien les prestataires que les mandataires. Quand je parle de mandataires, je parle des mandataires complets, c'est-à-dire qui recrutent, qui assurent la continuité du service, qui sont dans un accompagnement qui est assez proche du prestataire. Ils ne sont pas, eux, concernés par la réforme. Alors nous, nos adhérents, et au sein de la fédération, on a engagé une démarche de réflexion pour aller quand même dans cette direction, et nos acteurs mandataires réfléchissent à comment ils vont intégrer des coordinateurs. Mais voilà, je crois que vraiment... Et on parlait tout à l'heure de l'attractivité des métiers, et puis j'en termine là parce que je ne veux pas être trop longue, mais déjà, si on avait une vraie reconnaissance des services d'aide et d'accompagnement, ça permettrait aussi d'avoir une vraie reconnaissance des auxiliaires de vie, et on en est franchement super loin. Et le rapprochement avec les acteurs de soins, imaginez que cela peut être des passerelles pour améliorer l'attractivité des métiers, c'est comme si tout devait passer par le soin. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon chemin. Voilà, donc je dirais qu'il faut être très très attentif à ce qui va se passer. Merci Catherine. Effectivement, de cultures différentes. Régis Granet, est-ce que vous pouvez rebondir dessus? Et en tant que directeur juridique de la FEDESAP, aussi, quelles sont vos attentes pour cette réforme, et quels pourraient être les freins aussi au niveau juridique des rapprochements entre les services SAD et SIAD? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai pas 45 minutes. Donc, je vais essayer en 5 minutes. En 5 minutes, quels sont les enjeux
de cette réforme, quelles sont les difficultés et les freins, et il est peut-être intéressant de parler un peu plus de la réforme. Et autour de quelques grands principes. Premier principe qu'il faut que nous actions tous ensemble, c'est que d'abord c'est une réforme dissymétrique. Elle n'a pas le même impact suivant le type de service. Premier impact, pour un SIAD, il a l'obligation de se transformer. Ça, c'est déjà un premier enjeu. Tout SIAD, s'il veut perdurer dans son activité de soins, aura l'obligation maintenant, dans les 2 ans qui viennent, à proposer une offre d'aide et donc muter en service aide et soins. Donc ça, c'est déjà le premier élément à prendre en compte. Le second élément à prendre en compte, c'est que pour tout service qui souhaite faire de l'aide et le soin, il devra satisfaire à certaines obligations. D'abord, à une forme juridique, puisque le porteur de l'autorisation d'aide et soins devra être une seule et même personne juridique. Donc ça, c'est, si vous voulez, le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, il est, enfin, si on peut dire, un enjeu de territoire. Et là, comme il a été précisé tout à l'heure, aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse. Dans une impasse, dans le sens où le principe est que le périmètre géographique de l'autorisation aide et soins devra être unique. Et donc, vous voyez là où je vais en venir, effet de masse, 2600 SIAD à peu près en France à aujourd'hui, un peu plus de 7000 services d'aide à domicile. On va, à moins d'imaginer des mariages à 10, on est loin du compte. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont l'obligation de se transformer, c'est-à-dire, j'entends par là les SIAD, va se poser la question du territoire. Et la question du territoire se veut multiple, dans le sens où se trouvent les besoins. Si je m'associe à un service d'aide à domicile, il y a une forte probabilité que les 2 territoires ne matchent pas. Donc, quel territoire va l'emporter sur l'autre? Le plus petit, le plus grand? On a une petite réponse, hein, c'est plutôt le territoire du soin qui l'emportera sur le territoire de l'aide. Et là, va se poser la conséquence de quid du sort des personnes qui étaient prises en charge jusqu'à présent que pour de l'aide? Quid des salariés? Donc on voit qu'il y a des enjeux qui se profilent suivant les choix. Ensuite, un vrai enjeu aussi, c'est les faisables. Est-ce qu'un service de soins infirmiers à domicile pourra proposer une offre d'aide? Il faut avoir les compétences. Les a-t-il? Ce n'est pas le même métier. Il va falloir donc les acquérir. Les acquérir comment? Soit par du recrutement, soit en s'associant avec un service existant. Et là, les rapprochements vont être source d'interrogation, de questionnement, de financement. Donc on voit qu'on a de nombreux enjeux devant nous. Et puis on a parlé de ce fameux cahier des charges. Ce cahier des charges, alors c'est vrai, est le fruit de longs échanges. Ce n'est pas un consensus, soyons clairs, mais en tout cas, il a été travaillé de concert, et ça, vraiment, la méthode est à saluer. Pour autant, ce cahier des charges, dans un premier temps, va redéfinir les missions et rôles de chacun, des services d'aide et de soins et des services d'aide, avec des objectifs assignés, et qui dit des objectifs assignés, dit aussi des nouvelles missions, des nouvelles responsabilités, des nouveaux engagements. Et va donc se poser la question, dès le 30 juin, du financement de ces nouvelles obligations qui vont découler de ce cahier des charges. À aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas vu l'once de quelque chose de financement complémentaire pour les nouvelles missions et obligations de ces services. Et ça ne se limite pas à simplement le financement de la coordination aide et soins. Il y a aussi le coût de la mutation, le coût des nouvelles fonctions de ces services. Et ça, les échanges vont être nombreux incessamment. Et enfin, dernier enjeu, parce qu'il faut que je vois que je suis déjà trop long. Donc, et le dernier enjeu, c'est demain, comment les porteurs de projets, demain, comment les services existants
pourront, dès lors qu'ils satisfassent aux exigences techniques du cahier des charges, obtenir l'autorisation en fonction de leur projet. Et là, l'enjeu est de taille. C'est demain un SIAD qui se regroupe avec un service d'aide à domicile, quel va être son territoire d'autorisation? Alors, l'ensemble des acteurs avaient fait une proposition de simplicité et de bon sens lors de l'élaboration de ce cahier des charges, était de dire que lorsque deux services se marient, et peu importe les formes de mariage, l'autorisation aide et soins doit être le territoire le plus étendu des autorisations préexistantes. C'est-à-dire, j'ai une autorisation soins, j'ai une autorisation aide, chacune dans leur territoire. Dès lors que je me marie, c'est l'autorisation du territoire le plus étendu qui l'emporte. Dans quel cas? Lorsque les autorités de tutelle, en l'occurrence l'ARS et le CD, et le porteur de projet, ne sont pas entendus sur une zone négociée, ou, hypothèse possible, que l'ARS et le département ne s'entendent pas entre eux sur le territoire. Ça aussi, ça va être une hypothèse. Donc là, il y a aussi un vrai enjeu là sur cette question-là. Et enfin,